Bonjour à toutes et à tous. Alors ici en présentiel ou connectés sur Teams à distance, vous étiez plus de 120 connectés ce matin. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, responsable du Hub des Territoires et ravie de vous accueillir ce matin avec Pauline Guinet, chargée de projet à la direction d'investissement, pour ce 3e épisode de notre série sur l'inclusion numérique. Alors cet épisode, nous l'organisons avec l'AMF et je salue Madame Karine Gloanec-Morin, présidente de la Commission des communes et territoires ruraux de l'AMF, qui interviendra ce matin. Alors on a organisé déjà un premier épisode le 26 septembre dernier sur les orientations nationales et la feuille de route France Numérique Ensemble et un deuxième épisode le 9 janvier sur la démarche de l'Aller Vert. Ce matin, nous nous retrouvons pour évoquer plus spécifiquement l'accueil dans les services publics et l'occasion qu'il représente pour nouer la relation aux usagers dans un contexte de dématérialisation. Ce matin encore, nous allons partager les enjeux, présenter des retours d'expérience, des dispositifs existants. C'est bien la vocation de ce dispositif, le Hub des Territoires, que de rassembler les publics, les acteurs publics, les acteurs privés, l'ensemble des acteurs territoriaux amenés à participer à la transformation des territoires que la Banque des Territoires accompagne au quotidien. Ce dispositif existe depuis 2021. On a organisé déjà un bon nombre d'événements. L'année dernière, on a organisé plus de 90 manifestations ici. On peut organiser des rencontres, des débats, des échanges, des ateliers de travail. On a aussi un espace digital qui nous permet de rassembler l'ensemble de la programmation que vous pouvez retrouver sur ces pages, mais aussi l'ensemble des replays de nos événements. Donc vous pourrez y retrouver les premiers épisodes de cette série sur l'inclusion numérique. Si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter mensuelle, je vous invite à le faire, notamment pour avoir les informations sur le 4e épisode qui suivra celui-ci. Voilà, sans plus tarder, je laisse la main à Pauline pour l'animation de cette matinée. Bon travail. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici en présentiel ou en distanciel. Je m'appelle Pauline Guinet et donc je suis chargée de projet inclusion numérique et services au public à la Banque des Territoires. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce 3e petit déjeuner d'une série que l'on organise, Parlons inclusion numérique. Celui-ci est dédié à un sujet central, passionnant pour nos démocraties. C'est l'accueil dans les services publics. Et nous organisons ce petit déjeuner avec l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalités. Et nous avons l'honneur de recevoir sa représentante, Madame Karine Gloanec-Morin, comme le disait Anne-Sophie, coprésidente de la Commission des communes et territoires ruraux de l'AMF, mais aussi présidente de la communauté de communes des collines du Perche. Je vous invite à venir me rejoindre. Merci beaucoup de nous rejoindre. Avec la numérisation progressive de l'ensemble des démarches administratives, l'accueil des usagers, la relation à l'usager a été peut-être un petit peu dématérialisée. En tout cas, le lieu physique n'est plus la panacée, la seule modalité par laquelle les usagers peuvent avoir accès aux services publics. Et dans un premier temps, les regards ont été focalisés peut-être sur la bonne ou la mauvaise conception des démarches en ligne, mais aujourd'hui, c'est l'accueil qui est vraiment la question prégnante. On le voit par exemple avec une étude du CREDOC qui dit que 23% des personnes interrogées avaient le sentiment d'habiter dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics. Ça nous pose 2 questions. Pourquoi la question de l'accueil au sein des services publics est une question importante pour les élus et comment l'AMF travaille sur ces questions aujourd'hui? Merci beaucoup Pauline. Bonjour à toutes et à tous. D'abord vous dire en introduction que je suis très fière de représenter l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité aujourd'hui pour répondre à cette question de l'accès au numérique sur les territoires et de l'accueil que nous réservons aux populations. C'est très important. Vous m'avez questionné, c'est vrai, en préparant cette table ronde sur la manière dont nous vivons en territoire
territoire très rural. Moi, je représente bien sûr les territoires très ruraux qui accueillent pour un grand nombre des maisons France Service qui sont vraiment une des réponses que l'État propose, même si, et je le dis devant le directeur de France Service de l'ANCT, même si cette proposition, cette réponse, elle est prise en charge financièrement très fortement par les collectivités, c'est une réponse toutefois à ce que vous indiquez, c'est-à-dire à un sentiment d'abandon, de fermeture successive de services publics pour les populations de ces territoires. Donc oui, France Service, c'est une réponse et nous voyons le côté extrêmement positif de cette offre par la manière très structurée dont elle s'ouvre aux populations. D'abord par des formations et nous parlons de l'accueil, donc les fonctionnaires qui sont appelés à être en responsabilité dans ces maisons France Service sont formés à une manière très à l'écoute d'accueillir les populations, et c'est ce qui fait la qualité d'ailleurs de ces maisons qui sont soit, mais peut-être nous en parlerons tout à l'heure, et qui ont diverses formes d'accueil. Chez nous, dans les collines du Perche, et je me permets de parler de mon territoire, chez nous c'est dans une ancienne gare que se situe la maison France Service, c'est-à-dire que c'est un lieu assez vaste, et assez rapidement, les personnes ont compris que c'était le lieu, peut-être, qui pouvait répondre à un grand nombre de leurs interrogations concernant l'accès social, bien sûr, l'accès à la retraite, un grand sujet, à la fiscalité, à toutes les questions qui se posent, à des questions aussi de droits sociaux, ou de droits même plus juridiques. Et donc, c'est vraiment une manière, une des manières de répondre à ce sentiment d'abandon. Et pour les élus, c'est un engagement aussi très fort. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir parler de votre France Service encore plus en profondeur à la fin de notre échange. Merci beaucoup. On se retrouve donc tout à l'heure. C'est donc un constat qui est partagé. La fermeture des guichets physiques, la dématérialisation des démarches en ligne ont provoqué une certaine disparition du contact humain. Aujourd'hui, les services publics peuvent être numérisés, peut-être un peu anonymes, automatiques. Et il y a peu de place pour le dialogue, le questionnement et la réassurance. Et cela peut constituer un obstacle à l'accès aux droits. Entre 2014 et 2020, les réclamations en matière de services publics auprès du défenseur des droits ont augmenté de plus de 75%, devenant le premier motif de saisine. Alors, le défenseur des droits a pu saluer, comme vous le faites, la réouverture de lieux physiques, aujourd'hui au cœur des besoins. Cependant, la simple existence de lieux physiques ne peut pas suffire à garantir un accueil de qualité, un accompagnement de qualité et un accès aux droits pour tous. Alors, comment concevoir ces lieux proches des usagers, intégrés dans leur territoire ? Comment un lieu d'accueil peut contribuer à renouer une relation de confiance entre l'État, les services publics et l'usager ? C'est toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Et pour cela, pour commencer, j'invite Monsieur Benoît Valory à nous rejoindre. Benoît, vous êtes le directeur du TILAB, laboratoire d'innovation publique en Bretagne, et vous avez fondé un programme de recherche-action qui s'appelle le Lab Accès, et donc qui est dédié à ces questions d'accueil, d'accessibilité, d'accès aux droits. Et vous dites que la plupart de vos projets d'accueil relèvent d'une forme de réparation. Mais pourquoi aujourd'hui est-il nécessaire de réparer ? Alors, les différents travaux qu'on mène depuis 2017 sur ce sujet, en particulier accompagnés par des chercheurs comme François Sorin, Pierre Mazet ou des designers comme Sabrine Zadrozinski, nous emmènent à essayer de comprendre l'histoire de la dématérialisation. La dématérialisation, notamment du côté des organismes et des administrations de l'État, son historique relève d'un terme assez barbare qu'on appelle la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui a conduit à un moment, effectivement, à se poser la question de la présence physique d'un certain nombre de lieux, et donc de vouloir dématérialiser les démarches pour placer le guichet au domicile des personnes pour qu'elles n'aient plus à se déplacer et que ces lieux puissent effectivement fermer également dans un objectif d'efficacité du service public.
on considère, de notre point de vue, que lorsqu'on a mis en place ces démarches dématérialisées au départ, on n'a pas réfléchi à la manière dont il allait falloir accompagner les personnes qui n'allaient pas rentrer dans l'autonomie nécessaire pour accéder, indépendamment d'un accompagnement, aux différents droits qui étaient offerts par les services publics qui fermaient. Un exemple très concret, la carte grise. La dématérialisation du dispositif d'accès à la carte grise s'est fait en même temps qu'on fermait les guichets dans les préfectures. Et la carte grise présente un certain nombre de dispositifs pour celles et ceux qui ont déjà fait une démarche de demande de carte grise, qui font qu'il faut connaître un certain nombre de termes, mais qu'il faut également savoir, par exemple, diminuer la taille d'une pièce jointe ou d'une image pour qu'elle fasse moins de 1 mégaoctet. Or, c'est une compétence qu'a à peu près un tiers de la population française. Donc, de facto, on exclut des personnes parce que la démarche n'a pas été pensée de manière à favoriser la meilleure simplification possible pour les gens qui avaient besoin de faire cette démarche-là. Le fait d'amener les guichets à domicile présente pour tout un tas de personnes, notamment les gens qui sont formés à l'administration et au numérique, des facilités. On peut faire ces démarches le soir, c'est assez facile, voilà. Mais pour tout un tas de personnes qui n'ont pas ces compétences, eh bien ça rend effectivement l'accès aux services publics plus compliqué. On considère, nous, qu'on a aussi souvent regardé l'e-administration comme étant essentiellement un problème de compétences numériques, alors que le premier obstacle, c'est d'abord la compétence administrative. Comprendre ce que c'est que l'administration, ce que c'est qu'un droit, comprendre le vocabulaire. Quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un coefficient familial, ça va être compliqué de remplir la bonne case pour indiquer quel est votre coefficient familial. C'est les premiers obstacles qu'on le rencontre avant même d'avoir des problématiques liées à l'usage du numérique ou à la gestion des interfaces numériques. Donc l'e-administration, c'est de l'administration, c'est aussi du numérique. Et lorsqu'on a pensé la dématérialisation, dans notre jargon, on dit by design, on n'a pas pensé à la manière dont il allait falloir la rematérialiser sur les territoires et mettre en place en même temps un accompagnement humain. Depuis, avec les MSAP, avec les Maisons France Service, cet accompagnement humain s'est mis en place progressivement sur les territoires pour pallier, entre guillemets, les problématiques issues de la première phase de la dématérialisation. Ce qu'on peut également dire, c'est que les différentes enquêtes, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de l'enquête du CREDOC, montrent qu'un pourcentage important de la population française, 58% d'après l'enquête 2022 du CREDOC, est en difficulté par rapport à au moins une démarche administrative et que c'est plus 16 points par rapport à l'enquête de 2020. Parce qu'il y a de plus en plus de démarches qui sont dématérialisées. Donc c'est un phénomène qui s'accentue et qui demande encore plus d'accompagnement physique pour les personnes qui, effectivement, ont besoin à un moment d'un coup de pouce pour accéder à une démarche administrative. Et quels sont les publics les plus concernés par ces difficultés d'accès ou ce non-recours au droit ? Alors, tous les publics, potentiellement, peuvent être concernés. Même si on peut constater que plus on est précaire, plus on est confronté à la dématérialisation. Un ménage en CSP+, il va faire 3, 4, 5 démarches dématérialisées par an. La déclaration d'impôt, la demande éventuellement de tarifs pour la cantine, des choses comme ça, la carte d'enfant qui est de plus en plus dématérialisée par les collectivités locales. Mais les personnes en situation de précarité qui relèvent par exemple de Pôle emploi ou du RSA peuvent être amenées à faire 2 à 3 démarches dématérialisées par mois. Donc on fait porter la dématérialisation sur des personnes dont on sait sociologiquement qu'elles sont le moins aptes à réaliser de manière autonome les démarches en ligne, et qui vont avoir besoin le plus d'accompagnement. Donc on a effectivement une inégalité d'accès, alors qui se joue effectivement sur les niveaux de diplôme et les niveaux de revenus, et également les choses qui sont liées à l'âge, puisqu'il y a tout un tas de démarches, notamment sur les compétences numériques, qui sont liées à ça. Nous, au Lab Accès, on convoque un concept qu'on appelle les exigences administratives. C'est-à-dire qu'on pense que la dématérialisation a conduit les administrations à porter des exigences trop fortes auprès des usagers par rapport à leurs compétences réelles, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient numériques. Et donc c'est ça qu'aujourd'hui, il convient de prendre en compte pour mettre en place de nouveaux dispositifs et réussir à agir pour
favoriser l'accès aux droits du plus grand nombre. Un dernier exemple, la même enquête du Crédoc que je citais tout à l'heure nous dit que 76% des 18-25 ans sont en difficulté par rapport à une démarche administrative. Ce qui montre bien que ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à l'âge. On peut estimer que les jeunes ont des pratiques numériques qui sont plus importantes que les personnes âgées. C'est vrai, mais ces pratiques-là sont situées souvent dans leurs usages. Ce n'est pas pour ça que ça en fait des experts de l'usage de l'email, par exemple, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas une habitude des démarches administratives et du vocabulaire qui y est employé. Et donc cette difficulté-là, il faut aussi la prendre en compte dans le cadre d'accompagnement. Vous le dites, derrière l'usager se cache en fait une grande diversité d'attentes, une diversité des besoins. Mais alors comment faire pour n'oublier personne ? Alors pour oublier personne, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de diversifier les modalités d'accompagnement et les lieux. Donc on parle ici des maisons France Service, il y a des maisons France Service mobiles qui permettent aussi d'opérer. Il y a pour nous la nécessité de coordonner les accompagnements à l'échelle des territoires, puisque les personnes, naturellement, vont aller dans des lieux où elles ont des habitudes. Puisqu'on va parler d'accueil tout à l'heure, on sait que la notion d'accueil, elle est aussi liée à une dimension humaine et qu'on va aller dans des endroits où on a déjà été bien accueilli, où on a déjà eu une expérience positive de l'accueil. Et donc, il faut un moment que ces lieux-là puissent se mettre en réseau pour travailler ensemble à la manière dont on va répondre aux besoins des usagers. Il y a toutes les démarches d'aller vers, dont vous avez déjà parlé lors d'une précédente intervention, et qui permettent d'aller chercher, ou en tout cas de se positionner sur le chemin des publics qui, effectivement, ont des demandes, mais ne viennent pas dans des lieux les adresser pour tout un tas de raisons, y compris qu'elles ont eu des mauvaises expériences parfois d'un certain nombre d'accompagnements. Voilà. Et puis enfin, il y a un besoin d'identifier de manière assez fine les populations et les besoins des territoires, et j'ai envie de dire de manière la plus précise possible. Voilà. Dans ce cadre, par exemple, au TILAB, on a mis en place un outil qui s'appelle les portraits territoriaux de la relation e-administrative et qui permettent de savoir, vous pouvez y accéder sur le site portrea.fr, j'en profite pour faire un petit placement de produit, même si on n'a rien à gagner. Vous pourrez voir commune par commune, EPCI par EPCI ou quartier par quartier, pour les territoires qui disposent de ces données, le nombre potentiel de personnes qui auraient un besoin d'accompagnement e-administratif, d'aide e-administrative, pardon, et donc de pouvoir être informés de manière la plus fine possible des différents lieux où il faudrait placer des accompagnements. Et de positionner au bon endroit les accompagnements pour les bons publics, c'est effectivement une question clé qu'il faut essayer de résoudre dans le cadre voilà, des actions autour de l'inclusion e-administrative. Vous parliez de l'accueil, mais alors comment définir l'accueil et quelles sont les réalités que ce terme revêt ? Alors, le sujet de la définition de l'accueil, il pourrait prendre beaucoup de temps. Il y a énormément de travaux dessus. Pour faire simple, l'accueil, c'est tout à la fois un lieu, c'est une fonction, et c'est une pratique professionnelle. C'est aussi un moment dans un processus. Le lieu, tout le monde voit ce que c'est. Mais comment est-ce qu'on aménage aujourd'hui un lieu d'accueil compte tenu effectivement des nouvelles modalités de l'accueil et des nouvelles modalités des accompagnements qui sont proposés? C'est une vraie question à laquelle on tente de répondre et à laquelle vos travaux également tentent de répondre. Ce moment de l'accueil, il est clé parce que c'est vraiment le moment intéressant de la relation entre une institution et un usager. Or, un usager, il ne faut pas oublier que c'est aussi un citoyen. Et donc, il a un droit de regard sur la manière dont on l'accueille. Et cette exigence en matière de qualité de l'accueil a augmenté, puisqu'on est passé d'une relation administration-administrée à une relation usager-service public, donc avec une notion de service qui fait que les usagers, tels que nous on les appelle, sont beaucoup plus exigeants en matière de qualité de l'accueil et en matière de qualité des accompagnements. Et en plus de ça, peuvent être perdus dans tout un tas d'accompagnements qui sont proposés dans des lieux qui, effectivement, ne sont pas forcément repérés comme étant ceux qui adressent la bonne aide. Et donc, lorsqu'on est notamment sur des dynamiques où on a des guichets comme les France Service qui proposent tout un bouquet d'aides, il faut être en capacité de répondre à des demandes qui sont dans le bouquet d'aide France Service ou d'orienter vers d'autres lieux qui vont proposer des aides, mais orienter, c'est pas simplement dire où c'est. C'est mieux quand cette orientation, elle peut se faire en donnant des horaires, voire même en prenant un rendez-vous, de manière à ce que les personnes puissent vraiment rentrer dans une
dynamique de parcours. Et c'est vraiment cet élément clé qui, pour nous, est constitutif aujourd'hui de l'accueil. C'est-à-dire que lorsqu'une personne arrive dans un lieu et qu'elle est prise dans un dispositif d'accueil, il faudrait que cet accueil soit orienté dans un parcours d'accès au droit, dans un parcours d'accès à des démarches administratives qui prennent en compte l'intégralité des besoins de l'usager, du citoyen. Et cet accueil, est-ce qu'il est aujourd'hui fait avec des aménagements spécifiques? Je crois qu'au TILAB, vous travaillez beaucoup sur ces questions d'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, à partir du moment où on s'interroge sur la posture de l'accueil et donc les processus qui font qu'une personne rentre dans un lieu, elle, effectivement, a le sentiment d'être accueillie, on va effectivement travailler sur la posture individuelle, la posture des personnes qui sont en situation d'accueil. Et ces postures-là peuvent être favorisées ou complexifiées par la configuration des espaces. Par exemple, lorsque vous entrez dans un lieu, généralement, au cours des premières secondes, vous avez une impression qui se dégage et qui fait que vous vous sentez bien ou pas dans un lieu. Voilà. Ici, on est dans un lieu très ouvert, très vitré. On sent plutôt bien, effectivement. Il y a beaucoup de couleurs. Ce n'est pas le cas de tous les lieux d'accueil. Et un certain nombre de dispositifs peuvent aider à ça. Alors bien évidemment, il y a des choses qui vont relever de la communication, de la manière dont, dès qu'on rentre, on sait où est-ce qu'on doit aller. On voit directement où est l'espace d'attente. On voit directement où est l'espace qui va nous accueillir. On voit directement où est l'endroit où on va pouvoir bénéficier d'un coup de main, d'une assistance, ou un endroit où il va y avoir du matériel à notre disposition, par exemple des ordinateurs. Un deuxième élément essentiel, c'est tout ce qui va être lié à la manière dont on permet aux personnes qui sont en situation d'accueil ou de médiation de faire leur travail. Et par exemple, on a constaté, nous, qu'en mettant des bornes volontairement mobiles et très légères dans des lieux d'accueil, on autorisait les agents qui étaient à l'accueil à sortir de leur posture traditionnelle de l'accueil derrière un guichet pour aller au-devant des personnes lorsqu'elles entraient dans le lieu. Et le simple fait d'aller devant elles, de leur tendre la main, de leur faire un sourire, vous voyez, de changer ces notions de posture parce que le mobilier est adéquat, permet du coup de changer la relation et parfois de faire diminuer de manière importante, y compris l'agressivité des personnes lorsqu'elles viennent avec beaucoup d'anxiété par rapport à une démarche, parce qu'elles sont accueillies différemment que derrière, entre guillemets, le rempart administratif habituel. Même si ça nécessite de lever un certain nombre de freins en matière de sécurité, voilà, en matière de bien-être au niveau des agents, mais qui sont des choses qui peuvent se travailler en termes de compétences. Un deuxième exemple très concret, on expérimente des dispositifs qui s'accrochent à des bureaux et qui permettent de faire disparaître l'écran juste en balayant de la main, lorsqu'on a besoin de capter l'attention de la personne pour lui expliquer quelque chose et de ramener l'écran lorsqu'on en a besoin pour faire une démarche administrative ensemble. Voilà. Et généralement, ces dispositifs-là, par exemple, vont être couplés au fait que l'ordinateur va être relié à 2 claviers et 2 souris, de manière à ce que la personne qui est en situation de médiation n'arrache pas la souris et clavier des mains de la personne qui est accompagnée, ce qui est un geste symboliquement assez violent vu du point de vue des usagers. Et donc c'est tout un tas de petits dispositifs comme cela qui permettent de changer de manière un peu globale la façon dont on va améliorer la posture de l'accueil et de la médiation et également la manière dont l'usager va effectivement se sentir accueilli par des personnes qui se donnent le droit d'accueillir différemment. Vous partez en fait des usagers, de ce qui est sensible et vous en créez une technique, quelque chose qui permet à l'accueil de se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et cette approche, vous l'expérimentez essentiellement en France Service, anciennement Maison de service au public. On en parle en filigrane depuis le début de ce petit déjeuner et je vous propose qu'on en parle réellement profondément. Et pour cela, je vous invite à accueillir avec moi Monsieur Guillaume Clédière, directeur de programme France Service au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, Guillaume, les France Service ont été lancés pour redonner à voir les services publics dans les territoires, mais il n'y avait pas aussi une forme de réparation des conséquences de la dématérialisation? C'est bon. Bonjour, merci de m'accueillir. Moi, je voudrais revenir justement sur cette logique un peu de réparation parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Je pense que très globalement, c'est important de rappeler que la dématérialisation a quand même facilité la vie de nos concitoyens et de tous sur un certain nombre de sujets.
Et si on se souvient, ou soit parce qu'on était très jeune et on se souvient de ses parents, soit parce qu'on l'est un peu moins et qu'on a ces souvenirs-là, dans les années 80, quand on allait acheter des médicaments à la pharmacie pour qu'ils soient remboursés, il fallait décoller des petites étiquettes et puis aller les coller sur une feuille de couleur marron-orange, l'envoyer. Et si on ne savait pas trop comment faire, je ne suis pas sûr qu'on avait autour de soi des quantités de guichets prêts à nous accueillir avec le sourire et que les gens disaient c'est génial. J'ai à côté de moi un accès physique et ces formulaires papier, c'est vraiment super. Je ne suis pas sûr que ceux qui remplissaient leur feuille d'impôt tous les ans en additionnant les bulletins de salaire trouvaient que les choses étaient très simples et avaient forcément dans l'heure un rendez-vous avec la trésorerie du coin. Donc je pense que c'est quand même important de se redire ça et pour peut-être voir la création aujourd'hui d'espaces comme France Service, mais aussi toutes ces nouvelles modalités, peut-être tout simplement comme un progrès et pas comme une espèce de réparation d'une dématérialisation qui aurait forcément compliqué la vie de tout le monde. Deuxièmement, France Service ne pourrait pas exister sans la dématérialisation. C'est évidemment pour une partie de nos concitoyens une réponse au besoin de rencontrer une personne physique, mais je pense que ce besoin de rencontrer une personne physique pour une démarche, il a toujours existé. Et surtout, la dématérialisation rend possible France Service. C'est parce que les démarches sont dématérialisées qu'on peut se faire accompagner en tout point des territoires et qu'on a pu créer de manière assez simple et légère des points de contact. Si je reviens encore une fois dans les années 80, on n'aurait pas pu être accompagné dans chaque canton à une démarche qui concerne la CAF ou la sécurité sociale, par exemple, tout simplement pour des raisons très concrète de non-possibilité d'accès au dossier, etc., tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui partout. Donc ça, je pense que c'est quand même important de se le redire. Et après, dernier point, je crois que Benoît Valory a raison, la question de la compétence administrative est tout aussi importante que la question de la compétence, de la compétence numérique. On est dans un pays qui est complexe, on le sait, en matière administrative. Un peut-être des écueils de la dématérialisation, c'est que au fond, la culture administrative peut avoir tendance chez les plus jeunes à régresser. Je parlais de la question des impôts. Tout est aujourd'hui pré-rempli dans sa déclaration de revenus et il suffit de cliquer à la fin sur un bouton. Donc on n'est pas peut-être qu'à la fin du processus, on n'a pas vraiment compris pourquoi à la fin notre taux de prélèvement serait de tel pourcent parce que il n'y a pas eu toute la démarche avant qui permet de comprendre les seuils, les tranches, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu autour de ça, justement sur cette question de la compétence administrative. Alors, je réponds sur France Service peut-être parce que j'ai un peu digressé, mais sur pourquoi France Service a été créé. L'enjeu, c'était évidemment à la suite du grand débat national qui faisait lui-même suite à la crise des Gilets jaunes. Il y avait plusieurs sujets qui remontaient, enfin de nombreux sujets, mais parmi ceux-ci, la question de la dématérialisation en effet croissante des démarches administratives, et d'ailleurs pas qu'administratives, des démarches de manière générale, et puis un sentiment qui était parfois une réalité de disparition de services publics en zone rurale, d'un certain nombre de guichets. On pensait surtout aux trésoreries qui étaient surtout mises en avant à cette époque-là. Et donc l'enjeu, ça a été de créer 2500, c'était ça l'objectif initial, points de contact, avec pour objectif que chaque Français soit à moins de 30 minutes d'une France Service. Donc c'est ce qui est diffusé ici. On en est aujourd'hui à 2700 France Service labellisés. 2 tiers sont dans des communes rurales et 1 tiers dans des zones urbaines, soit des quartiers politiques de la ville, soit des petites villes. On a, comme ça a été rappelé, des dispositifs qui sont itinérants, des bus notamment France Service. Et donc, ça nous donne un niveau de maillage aujourd'hui qui répond en tout cas à l'objectif qui avait été fixé, puisque 99% des Français sont à moins de 30 minutes d'une France Service et 95% sont même à moins de
de 20 minutes d'une France Service. C'est vrai que, pour paraphraser le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, France Service, ça marche. Les résultats qu'on a, les retours du terrain, que ce soit des retours des élus, des usagers, sont globalement très positifs. Les retours des bornes de satisfaction qui ont été mis en place avec la Banque des Territoires, d'ailleurs dans les France Service, nous donnent des taux de satisfaction qui sont élevés, entre 94 et 96%. Donc France Service a vraiment aujourd'hui trouvé son public, même si on est absolument convaincu qu'il y a un gisement encore important d'usagers qui ne connaissent pas France Service et qui pourraient y trouver de l'aide. Et d'ailleurs, à ce sujet, comment les équipes France Service, les conseillers France Service, vont-elles réussir à accompagner cette demande croissante d'accompagnement à mesure que les démarches administratives se dématérialisent toutes? Voilà. Comment les conseillers vont faire pour accompagner tous ces usagers? Les conseillers, ils accompagnent déjà beaucoup d'usagers, puisque l'activité a fortement cru. On est en 2023 à près de 14 accompagnements par France Service par jour, sachant que c'est une moyenne et qu'il y a des France Service qui sont plus ou moins récentes. Là où on était à moins de 12 l'année précédente. Donc on a une augmentation déjà forte. Aujourd'hui, les France Service parviennent à absorber cette activité qui se renforce, soit avec les 2 agents qui sont ceux minimum du cahier des charges, soit pour certaines qui ont recruté, et notamment dans les zones urbaines, pour faire face à la demande, des conseillers supplémentaires. Après, dans la question que vous posez, il y a 2 questions. Il y a l'absorption en volume, c'est-à-dire la masse des usagers, et ça, il va falloir qu'on voit au fur et à mesure et qu'on suive pour envisager des modalités en cas de saturation des France Service. Et le deuxième sujet, c'est l'absorption intellectuelle, d'une certaine manière, par les conseillers, de toujours plus de démarches. Là, on a 2 démarches nouvelles qui sont entrées dans le bouquet de services, 2 nouveaux opérateurs, le ministère de la Transition énergétique pour le sujet chèque énergie, pour lequel on a un taux de non-recours qui est encore important, et les France Services vont accompagner. Et puis le sujet MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', en accompagnement administratif de cette démarche, qui est une démarche à la fois absolument nécessaire pour la transition énergétique des bâtiments, et en même temps dont on sait qu'elle est un peu complexe dans l'expérience dans l'expérience usagée. Et puis, on va continuer d'adapter le bouquet de services. Les retours qu'on a des agents sur le terrain, personne ne nous dit « j'arriverai pas à absorber toutes ces démarches ». Au contraire, très rapidement, il y a un effet d'apprentissage, et une fois qu'une démarche a été accompagnée, les agents l'ont intégré, avec bien sûr la formation au préalable, et ça c'est un événement, c'est un point absolument crucial. Donc moi je suis plutôt optimiste sur la capacité à absorber d'autres démarches. Là vous voyez projeté à l'écran la question de la formation. Donc on a doublé le volume de formation initiale, donc c'était initialement d'1 semaine, ce qui était peu pour former sur l'ensemble des démarches. On va structurer la formation continue, qui est aujourd'hui assez foisonnante, et on est sur une matière quand même qui est très mouvante, la matière des démarches administratives. Et puis on travaille également évidemment à la question de la valorisation, et je pense que l'enjeu il est surtout là, c'est plutôt d'accompagner les agents, c'est-à-dire valoriser ce qu'ils font, valoriser leur métier. On a aujourd'hui, c'est un métier qui est inscrit au référentiel des métiers de la fonction publique. On parle de conseillers France Service et plus d'agents France Service. On souhaite travailler avec les collectivités aussi pour les inviter, inciter à pérenniser, à prendre des agents sur des contrats ou sur des positions de fonctionnaires, mais en tout cas non précaires, à leur donner un niveau de rémunération qui est à la hauteur de l'engagement et de leur rôle. Donc ça, c'est tout un travail qu'on va mener aussi avec le temps, et avec les porteurs qui sont évidemment les employeurs de ces conseillers. Mais au fond, je pense que au-delà de ces enjeux de valorisation, il faut laisser les conseillers avec une forme d'autonomie
autonomie dans leur quotidien. Et c'est ça qui est très apprécié. Et là, on travaille avec deux universités sur la population des conseillers France Service. Alors, on n'a pas les retours encore complètement consolidés, mais globalement, très globalement, et même en très grande majorité, on a des conseillers qui sont épanouis dans ce qu'ils font. Et si on fait comparativement à d'autres métiers plus classiques de guichet, c'est sans commune mesure. Mais parce que France Service, c'est pas un guichet extrêmement normé. Et ça a pu être dit, et ce sera dit au cours de l'entretien. Les collectivités ou les autres porteurs sont assez libres de s'organiser. Les agents de la liberté dans la manière d'accompagner. Ils n'ont pas une checklist avec les phrases qu'ils doivent prononcer en direction des usagers. Donc toute cette souplesse-là, cette capacité un peu à créer, à innover, etc., je pense que c'est absolument essentiel pour donner la capacité à absorber justement ce flux et ces nouvelles démarches. Cette valorisation des conseillers, la formation des conseillers, Benoît, est-ce un enjeu important pour vous également, que vous avez pu constater sur le terrain avec les travaux du Lab Accès ? Oui, pour nous, c'est un enjeu essentiel. Pour rebondir sur ce que disait Guillaume, il y a deux éléments clés. Le premier, c'est effectivement de considérer qu'il y a tout un ensemble de compétences qui sont aujourd'hui des compétences nouvelles et que l'accueil n'est plus du tout le même qu'avant la dématérialisation. Notamment, voilà, comme ça a été dit, parce qu'on va être face à un bouquet de services qu'il faut connaître. Et ce n'est pas du coup les services d'une administration qui peuvent être gérés par une seule administration qui va former ses agents. Là, on est face à un bouquet de services et il faut que les agents qui sont en situation d'accueil dans les maisons France Service connaissent ces différentes démarches, connaissent les acteurs qui les mènent, et y compris les acteurs de proximité, ce qui renvoie à la question de la coopération, et également soient en capacité d'avoir des compétences qui vont au-delà de l'accueil. Donc il y a toutes les compétences effectivement qui sont des compétences posturales, le comportement de l'accueil, les compétences verbales, les compétences non verbales, des choses dont on a déjà discuté. Il y a un art relationnel de l'accueil qui fait qu'il y a des personnes qui se sentent plus à même d'accueillir que d'autres. Ça, c'est souvent lié à ce qu'on appelle des compétences douces, les fameuses soft skills qu'on peut avoir et qui font qu'on n'est pas forcément tous en capacité de bien accueillir. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des collectivités. J'ai connu une époque aussi, pour paraphraser Guillaume, où on mettait parfois à l'accueil des personnes dont on ne savait pas quoi faire toutes entre guillemets, voilà, parce que c'était, voilà, on les mettait à l'accueil ou aux archives entre guillemets. Désolé de le dire de manière aussi crue, mais c'était un peu la réalité. Or, aujourd'hui, c'est quand même la vitrine de nos services publics et les compétences, elles sont importantes et pas seulement en termes de posture, de voix, d'attitude corporelle, mais aussi parce que on a, par exemple, des besoins en médiation. Les personnes dans les France Service ne font pas que de l'accueil, elles font de la médiation. Il faut qu'elles soient formées à la médiation. Il faut qu'elles soient formées également à la pédagogie. Pour essayer de rendre les usagers autonomes dans leur démarche, il faut qu'elles puissent mettre en place des mini-parcours, entre guillemets, de formation pour que les personnes ne reviennent pas, n'aient pas besoin. Il faut qu'elles connaissent les démarches, je l'ai déjà dit. Il faut qu'elles connaissent les règles. Il faut qu'elles connaissent les évolutions de ces démarches. Quand les règles évoluent, par exemple, je sais pas, les règles liées à Pôle emploi, les règles liées à la CAF, il faut qu'elles soient informées en temps réel et qu'elles puissent mettre ça dans leur dispositif de médiation. Parfois, elles sont en responsabilité de gérer des établissements, des ERP, donc effectivement des établissements qui reçoivent du public avec des normes qui sont aussi des normes de sécurité, de gérer les problématiques en cas d'incendie, de choses comme ça. Et puis, elles ont aussi toute une dimension qui vont être liées à ce qu'on disait tout à l'heure sur les perspectives de coopération aux échelles territoriales. On va demander aujourd'hui à des agents France Service, effectivement, d'être en relation avec les autres acteurs du territoire. Ça peut être la personne qui fait la permanence CAF, de la CAF. Ça peut être aussi les secrétaires de mairie qui, dans une communauté de communes, assurent aussi un accueil dans leur mairie, parfois bien au-delà des simples dispositifs de la mairie, parce qu'ils accueillent directement et ils accompagnent les citoyens de leur territoire. Et donc, mettre en réseau toutes ces personnes-là pour adresser, comme je le disais tout à l'heure, la bonne demande au bon endroit, exige aussi d'avoir un art relationnel, un art de la coopération qui s'apprend. Et donc, effectivement, comme Guillaume le disait, nous, on pense qu'il y a un vrai enjeu de pérennisation et de reconnaissance de ces postes-là. Si on regarde un peu comment ça s'est passé sur la médiation numérique, les chercheurs, on l'entend parler de précarisation au carré. C'est-à-dire c'était des précaires qui s'occupaient de précaires.
Il faut qu'on sorte de cette dynamique-là, parce que si on veut conserver des personnes qui ont bénéficié d'une acquisition de compétences et d'une expérience pour avoir un accompagnement qualitatif des usagers et qui sont reconnus dans leurs fonctions, il faut qu'on puisse effectivement les valoriser. Ça peut passer par le statut, ça peut passer par le salaire, ça peut passer par une reconnaissance différenciée, et les conserver et en faire des personnes expérimentées, parce qu'effectivement, on ne constate qu'il n'y a que l'expérience de terrain qui permet vraiment d'avoir des accompagnements qui sont efficaces et donc de gagner aussi en termes d'efficience du service public. Vous avez pu expérimenter cette approche aussi dans une France Service qui était à l'époque MSAP, Saint-Main-le-Grand. Ça a donné un livre de recettes, recettes publiques d'un accueil qui dépasse les bornes. Vous pouvez voir à l'écran, il s'agit de l'accueil donc de la France Service qui a été travaillé par le Lab Accès avec une designer. J'ai le bouquin juste ici pour ceux qui sont intéressés, et on va vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aller voir ce qui s'y trouve. On trouve plein de conseils pour les personnes qui accueillent le public, de manière d'aménager, de manière de travailler sa posture, etc. Du coup, je vous propose de continuer à aller voir ce qui se passe sur le terrain en allant moins à l'ouest, aller plutôt à l'est de la France, en Savoie. On va se connecter avec Nicolas Besson, qui est responsable de la relation usager pour la communauté d'agglomération Grand Lac. Nicolas, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la relation usager, comme je le disais, et vous coordonnez deux France Service. Et vous avez lancé plusieurs expérimentations. Vous avez travaillé l'accueil, vous avez travaillé l'aménagement. Mais alors, pourquoi avez-vous lancé cette réflexion ? Plusieurs éléments. Je suis responsable de deux France Service qui auparavant étaient des maisons de service au public. Donc, depuis 2018, on travaille sur ces questions-là. Je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Pourquoi on s'est mis à travailler ces questions-là ? C'est d'abord par rapport à l'augmentation du flux. C'est ce qui a été pointé par M. Clédière. Dans le cadre de l'augmentation du flux des usagers, on a eu besoin d'avoir des stratégies d'amélioration continue pour pouvoir répondre de façon qualitative à cette augmentation du flux. Ensuite, on est rentré par qui sont les usagers qui viennent chez nous. Et je rejoins aussi ce qui a été dit par M. Valory. Globalement, les usagers qui sont les plus touchés par la dématérialisation vont être les usagers qui sont statistiquement, on va dire, les plus en difficulté avec ces compétences-là. Et donc, il a fallu adapter les stratégies, l'aménagement, la posture pour fabriquer une relation de confiance et un lien de confiance avec ces usagers-là. Et qu'est-ce qui constitue, selon vous, une France Service accueillante ? Je vais avoir du mal à faire une réponse définitive. Je vais pouvoir parler d'une réponse contextualisée parce que on a parlé également de coordination de territoire et je crois que les contextes territoriaux sont hyper importants. J'avais parcouru le bouquin du TILAB quand il était sorti. Il y a des choses qu'on a prises, il y a des choses qu'on a testées, puis il y a des choses qui n'étaient pas adaptées à notre contexte. Premier point d'un... On vous a perdu. Il est encore connecté ou... Bon, on pourra revenir à la France Service Relais entre Lacs et Ruffieux un petit peu plus tard. Les aménagements dont parlait monsieur Besson, ce sont des aménagements de guichets physiques qui a quand même beaucoup évolué depuis cette dernière décennie. Ces aménagements, Benoît, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a d'autres aménagements qu'on peut trouver dans le livre de recettes dont parlait monsieur Besson, dont vous voudriez nous parler?
Alors déjà revenir sur ce que Nicolas voilà, abordait rapidement, c'est-à-dire que le contexte territorial, effectivement, il est important. Guillaume en a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec le dispositif France Service, lorsqu'il est pris en charge notamment par des EPCI hein, ou à cette échelle-là, c'est l'adaptation des services à l'échelle territoriale, que ce soit dans la coordination, on en a déjà parlé, mais aussi par rapport aux besoins des habitants. Et c'est là, effectivement, que ça nécessite, pour nous en tout cas, une approche qui peut passer par le design. Pourquoi ? Parce que le design va interroger effectivement des problématiques des publics et va essayer de concevoir à partir effectivement de dimensions opérationnelles ou de dimensions sensibles, on a parlé tout à l'heure de la couleur, des espaces vitrés et tout ça, un plan d'usage avant de faire un plan technique de l'aménagement du lieu. Or, le plan d'usage, comme son nom l'indique, détermine bien la manière dont un lieu va être utilisé et à quel service, à quel besoin il va pouvoir répondre. Et donc fournir par exemple, un architecte, un plan d'usage va l'aider à bien aménager, à bien construire le lieu en fonction des usages réels du lieu. Voilà. Un deuxième élément que nous, on défend, c'est aussi de ne pas hésiter à ouvrir des lieux avec des endroits, des mobiliers, expérimentaux. C'est-à-dire de se dire, on va l'ouvrir, puis pendant 6 mois, on va regarder ce qui se passe. Et puis peut-être qu'on va bouger des choses. Peut-être qu'on va déplacer la banque d'accueil. Peut-être qu'on va déplacer la table où il était prévu de mettre des ordinateurs, parce qu'on va se rendre compte, par l'expérience, que ce n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question. Déjà, parce que ça permet de s'autoriser à modifier les lieux et à les adapter en fonction des usages qui vont évoluer de toute façon. Moi j'ai quand même travaillé par exemple dans un bâtiment où on avait intégré du mobilier directement dans le béton, sur le sol. Vous savez, c'était des archives. Et puis à un moment, les archives, elles se sont numérisées. Donc il n'y avait plus besoin de ce mobilier et on ne pouvait pas le bouger parce que ça faisait partie du geste architectural. Donc voilà, sur une salle de 200 mètres carrés, on s'est lié les mains pour un problème de conception. Bon, je pense qu'il faut éviter de faire ça aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est que ça peut permettre à un territoire, et c'était le cas par exemple le territoire de Samin où on a travaillé, de prendre le virus de l'expérimentation. Pour parler plus concrètement, depuis 2 ans, ils mettent en place, à titre expérimental, un accompagnement à la rentrée, notamment auprès des familles, des collégiens, pour accompagner par exemple aux bourses, pour accompagner à tout un ensemble de droits auxquels les familles et les collégiens peuvent bénéficier au moment de la rentrée. Et ça, ils ne nous ont pas sollicité Otila pour le faire. Ils ont lancé eux-mêmes leur propre expérimentation parce qu'ils ont pris le virus. Voilà. Et ça, c'est un peu intéressant, je trouve, de transmettre ce virus expérimental et bien évidemment la culture de l'évaluation qui va avec. Merci beaucoup. Et je vois à l'écran qu'on a retrouvé Monsieur Besson. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez nous parler ? Parce que je vois le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Super. Toutes mes excuses, on a des difficultés de connexion Internet. Toute la communauté d'Aglo avait sauté. Voilà. Ça fait partie des éléments où on a eu pendant longtemps une connexion difficile dans une France Service. Et pour une France Service, c'est pas idéal. C'est pas facilitant. Benoît Valory parlait des aménagements possibles en France Service, de l'expérimentation. Vous-même avez beaucoup expérimenté l'aménagement au sein de France Service. Est-ce que vous pouvez nous décrire, vous nous avez fourni des illustrations, la manière dont est aménagé aujourd'hui vos France Service et comment ça a été pensé ? Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est fondamental, cette notion-là d'expérimentation. Je disais qu'il n'y avait pas d'aménagement définitif. Ça dépend du contexte. Le contexte est mouvant aussi. Et donc, il faut accepter ça. Alors, je n'ai pas fait un avant-après parce que ça n'avait pas beaucoup de sens, mais aujourd'hui, on est dans des lieux qu'on n'a pas choisis, c'est-à-dire qu'on a hérité de lieux physiques qui nous ont été imposés. Alors, par chance, ils sont plutôt agréables, mais par exemple, sur la photo que vous avez, il y a un gros pilier au milieu de la salle. Et ça, on ne peut pas l'enlever, c'est structurel. Donc voilà. Et on a essayé de trouver une solution de comment transformer cette contrainte en force. Donc on a mis une petite banque d'accueil très légère, qui n'est pas une banque d'accueil, c'est un bureau un peu haut sur pattes pour faciliter le fait que l'agent aille au-devant. Toute notre réflexion, c'est autour de la question de l'autonomie de l'usager. Vrai enjeu, c'est de se dire rendons l'usager autonome, en tout cas, ne fabriquons pas d'obstacles à cette autonomie pour que d'une part,
et ils puissent petit à petit, en étant très très modeste sur le pas de temps, mais acquérir des compétences et pouvoir, dans ces démarches, être plus acteur et plus autonome, et puis surtout, ne le rendons pas dépendant ni d'une structure ni d'agents, faisons en sorte qu'il ait cette liberté-là dans ses démarches de choisir de venir ou de pas choisir de venir, mais surtout de pouvoir faire. Donc déjà, on a fabriqué un espace, c'est ce que vous voyez sur cette diapo-là, plus ou moins libre service, qui est pas très confortable. Enfin, pas très confortable, façon de parler, mais le but, c'est pas de se transformer en cybercafé où les gens viennent passer une demi-journée. C'est vraiment d'avoir des outils qui soient à disposition pour les démarches administratives. On dit libre service, mais s'il y a besoin d'être accompagné, l'usager sera accompagné. Un des freins qu'on a identifié aussi, c'est l'utilisation de la souris. Donc, c'est l'image que vous avez en bas à droite. On s'est équipé de grands écrans tactiles parce que la compétence clic droit, la compétence double clic, c'est un vrai frein aux démarches administratives. En passant par le tactile, ça facilite les choses, mais sans basculer non plus complètement sur l'utilisation des applis, parce qu'il y a certains publics qui sont un peu rétifs, et en tout cas, il y a certaines démarches pour lesquelles le passage par les applis ne fonctionne pas. Donc voilà, ça, c'est des micro-trucs. La vraie révolution qu'on a opérée, c'est ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche, c'est qu'on est passé sur des ordinateurs portables. C'est aussi quelque chose qui a été dit, la modularité, la légèreté, la facilité à se déplacer, à changer de stratégie d'accompagnement. Et l'enjeu, en fait, c'est que ce soit l'usager qui s'assoit en face de l'ordinateur. On est passé par un moment double écran, double clavier, double souris, et en fait, ça ne nous satisfaisait pas complètement parce que le conseiller France Service était encore trop, à notre goût, dans une posture de faire et pas dans une posture d'accompagnement. Donc, on a essayé d'aller à l'extrême de ce truc-là en disant, maintenant, c'est l'usager qui est en face de l'ordi, c'est l'usager qui fait, mais c'est un portable, donc c'est très facile de le décaler d'un cran ou de le mettre au milieu ou voir si vraiment l'usager n'est pas du tout autonome sur une phase de l'accompagnement, de le décaler. Ça, c'est pour la partie aménagement, on va dire, mais en parallèle, on travaille beaucoup aussi sur la posture, parce que les agents ont besoin eux-mêmes d'être accompagnés pour faire vivre ces espaces-là. Et notamment, là, notre actualité du moment, c'est le travail sur la phase diagnostique. J'ai des agents qui ont tendance très vite à installer l'usager et à s'installer eux-mêmes, sans forcément avoir identifié au préalable ce sur quoi l'usager va pouvoir faire seul et là où l'usager aura besoin d'aide. Voilà, donc on travaille en parallèle sur l'aménagement et la posture, les deux allant de concert. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, puis comme j'ai loupé un petit bout de l'intervention précédente, peut-être qu'il y a eu des redites. Pas du tout, merci, merci beaucoup. Sur ces changements dans l'aménagement, dans le travail sur la posture, est-ce que ça contribue selon vous à réhumaniser l'accueil des usagers? Quels sont les retours que les usagers vous font sur ces aménagements qui peut-être instinctivement placer l'usager dans la réalisation de ces démarches au lieu de la faire à sa place peut peut-être le frustrer? Est-ce que c'est des retours que vous avez ou non, au contraire, ils sont plutôt heureux de ces aménagements? Alors, il y a deux types d'usagers. Il y a les usagers récurrents qu'il faut eux-mêmes accompagner dans le changement, du coup. Comme ça a été dit précédemment, on a des usagers qui viennent régulièrement pour des démarches très récurrentes, notamment Pôle emploi, RSA, des choses comme ça. Donc, eux, il faut faire œuvre de pédagogie et leur expliquer. Puis, il y a les nouveaux usagers qui entrent et à qui on dit c'est comme ça. Et pour tout cela, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question. Et on a validé, on a interrogé ça au travers d'une enquête de satisfaction. On se posait notamment la question de la confidentialité, parce que du coup, nos espaces ressemblent un peu à des open space, où on a plusieurs usagers qui sont accompagnés simultanément dans le même espace. À 97%, les usagers étaient satisfaits des conditions matérielles qu'on leur proposait, et à 98% de l'accompagnement.
une des pistes qu'on a suivies, c'est de se dire comment on casse l'image administrative de ces lieux-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'usagers pour qui l'administration, alors au sens le plus large possible, fabrique des sentiments d'échec. Ça a trait à plein de choses. Donc, c'est ce qui nous a fait en premier casser l'idée de banque d'accueil pour justement mettre en avant en fait la dimension humaine du lieu. On a un accueil qui se fait en marchant, c'est-à-dire que sur une des photos, vous avez vu le petit bureau d'accueil, mais le but étant vraiment que les agents aillent au-devant des usagers. Et puis, dans les lieux, on a parlé de lieux colorés, on a parlé... c'est des choses qu'on essaye de mettre en place avec du mobilier qui ne ressemble pas forcément à du mobilier administratif. Non pas non pas parce que l'administration, c'est pas bien, mais en tout cas pour proposer un autre truc. Et puis, ça facilite aussi la compréhension de ce que c'est France Service. France Service, c'est pas des agents des impôts, c'est pas des agents de la CAF, c'est des agents facilitateurs. Et du coup, de proposer des espaces qui soient des espaces qui proposent un autre visage. Alors, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le temps forcément d'interroger les usagers, mais en tout cas, c'est des choses qu'on identifie, nous, comme facteurs facilitants de compréhension dans le fond de ce qu'est France Service. Merci beaucoup, Nicolas. Guillaume, Benoît, est-ce que les initiatives menées par la communauté d'agglomération Grand Lac vous inspirent des réactions ? En tout cas, c'est très intéressant et très éclairant. Et en écoutant Nicolas Besson, je me disais que c'est ça qui est bien, c'est que justement, on laisse les territoires et les France Service trouver en interne, localement, la meilleure situation. Et je crois que c'est tout le sens d'ailleurs de l'AMI Lila que vous portez à la Banque des Territoires, que justement d'accompagner aux démarches locales et de ne pas arriver avec une espèce de cahier complètement uniforme qu'on va appliquer partout, comme on a pu le faire dans des agences, parfois dans le secteur privé ou même dans le secteur public. Moi, ce que je vois, c'est que sur la question de la configuration, nous, on a un cahier des charges qui est strict sur un certain nombre de points, et puis sur tout le reste, après, libre à la structure de s'organiser. Donc, il y a des sujets sur lesquels on déroge évidemment pas, et on a des audits qui sont actuellement menés dans les France Services, et c'est un point sur lequel on ne déroge pas: un espace de confidentialité, un ordinateur en libre service, et une signalétique qui figure bien, France Service, avec la bonne charte et le logo, etc. Et après, pour tout le reste, charge à la France Service de s'organiser. Et tout ça dépend beaucoup des configurations, qu'on soit en QPV ou en zone rurale. La question, par exemple, des bornes, des guichets, etc., n'est pas perçue de la même manière. On a, après, toute une configuration de France Service dans des locaux qui ont des tailles très différentes, où on ne peut pas forcément faire de l'ouvert, ou au contraire, on ne peut pas faire de bornes d'accueil, etc. Donc ça dépend des configurations. Le rapport aux incivilités aussi, évidemment, joue un rôle. Et ça, les agents nous le disent, hein, parfois, en disant: nous, on aimerait bien pouvoir avoir quelque chose, enfin, pas forcément avec une borne comme ça qui crée une séparation, mais on fait l'objet d'incivilités, donc ça nous protège aussi dans le rapport à l'usager. Hier, j'étais en déplacement dans les Deux-Sèvres, et dans une France Service, on me dit, depuis le journal télévisé, il y a eu un sujet sur France Service dans un JT la semaine dernière de 20h, et on voyait des usagers assis à côté du conseiller France Service et faire la démarche ensemble sur l'ordinateur. Et donc, hier, la personne en France Service me dit: depuis ce reportage, j'ai beaucoup de mes usagers qui me viennent en disant: mais pourquoi je ne peux pas me mettre à côté de vous? Et donc, ça les interroge. Ils disent: on va peut-être changer aussi la manière de recevoir l'usager. Mais enfin, voilà, tout ça, je pense qu'il faut se garder de position toute faite sur ces questions-là. Et nous, on est à l'écoute, on regarde, on accompagne, comme vous le faites, la Banque des Territoires, en accompagnant en ingénierie, mais laissons faire, regardons. Et puis parce qu'aussi, il va falloir un peu de recul
puisque tout ça est nouveau. Je veux dire, le classique, c'était quand même la borne guichet d'accueil classique avec un bureau derrière si c'était nécessaire. Point. Là, il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place et il faut qu'on voit avec le temps quels sont les retours des usagers, ce qui fonctionne bien et se donner le temps d'innover et de se tromper éventuellement. En complément de mon côté, voilà, déjà, c'est très chouette de voir effectivement qu'il y a une adaptation, y compris que des travaux sont réutilisés par ailleurs et réadaptés. Parce qu'effectivement, la question des bâtiments qu'on utilise, elle est réelle. Et réutiliser, comme vous l'avez fait de manière astucieuse, un poteau pour en faire quelque chose parce qu'on ne peut pas le bouger, voilà, ça fait vraiment partie des choses effectivement auxquelles il faut penser lorsqu'on utilise des locaux existants, sachant qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose avec des contraintes. Voilà, à condition d'essayer de faire en sorte que ces contraintes soient bien adaptées à l'usage du lieu. D'où l'intérêt de regarder ces usages et de ne pas hésiter à les réaménager. Peut-être vous indiquer que pour ça, on avait produit dans le livre de recettes une grille des 100 points à vérifier pour un accueil attentionné. Alors attention, il ne s'agit pas d'un système normé. Il s'agit plutôt de se dire, tiens, cette chose-là, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer et est-ce que c'est facile à faire dans mon lieu ? Un exemple très concret, nous on travaille en Bretagne, si vous faites des lieux qui accueillent du public où il n'y a pas un petit préau devant, quand il y a des gens qui arrivent à 8h30 et qui attendent l'ouverture à 9h, vous voyez que les gens, quand ils rentrent, ils ne sont pas très contents, quoi. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui, voilà, un peu d'astuce, permet souvent de rendre l'accueil un peu meilleur dans des lieux, même avant même l'entrée à l'intérieur du lieu. Donc je vous parle de cette grille-là parce qu'on cherche des volontaires pour l'expérimenter à partir du 1er avril, puisqu'on passe ça sous la forme d'un site internet qui va s'appeler l'accueillette.com. Encore une fois, ce n'est pas l'idée de normer, mais c'est bien l'idée de donner des astuces pour qu'après chaque lieu puisse s'adapter à la fois en fonction de ses contraintes, mais aussi en fonction des possibilités d'agir. Parce que tous les lieux et tous les territoires n'ont pas les mêmes possibilités d'agir, voilà, et les contextes sont très différents. Donc nous, ça nous semble quelque chose d'important. Et puis aussi, ce qui a été dit, c'est-à-dire de passer par des éléments, y compris dans l'évaluation, qui sont des éléments qui sont du sensible. Interroger les usagers sur comment ils se sentent accueillis dans le lieu nous apparaît tout aussi important que de noter combien de personnes viennent et pour quelle démarche. Pourquoi ? Parce que les usagers nous disent, pour moi, le sentiment d'un accueil réussi, c'est si on a répondu à ma demande, mais si on l'a fait de manière agréable. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est la première qualité d'un accueil réussi, c'est le sourire. J'ai jamais vu marqué dans un tableau Excel nombre de sourires distribués dans la journée, alors que pour les usagers, c'est important. Donc la nécessité d'avoir aussi des enquêtes qualitatives, comme a priori ça a été fait chez Nicolas, nous apparaît assez important, voilà, pour améliorer et évaluer aussi la manière dont on accompagne les personnes, sachant que on dit généralement en matière d'accueil qu'on ne fait bonne impression qu'une seule fois. Merci beaucoup. Guillaume en parlait. La Banque des Territoires est très engagée sur ces questions d'accueil et d'aménagement avec un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Lieu innovant, lieu accueillant. Vous pouvez le voir juste à côté de moi sur ce magnifique panneau qui figure en fait une France Service. Et pour vous en parler, j'invite à rejoindre François Bouvac, responsable du pôle éducation, inclusion numérique et services au public. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour. Que peux-tu nous dire, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie, de cet appel à manifestation d'intérêt et pourquoi la Banque des Territoires a décidé de soutenir les France Services dans ces questions d'aménagement et d'accueil ? Alors, les raisons pour lesquelles on s'est mobilisé sur ce dispositif, elles ont été évoquées ce matin dans les différents témoignages en identifiant les raisons du succès de France Services. Guillaume avait raison de dire qu'il ne fallait pas se laisser aller à une nostalgie d'un âge d'or des services publics qui finalement n'ont pas existé. Il a été évoqué aussi l'interdépendance aujourd'hui des différents services publics. Lorsque l'on fait des démarches, on a besoin d'aller chercher des éléments qui sont tenus par telle ou telle institution, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'agit de politique publique locale. Lorsque des collectivités locales mettent en place une tarification sociale pour la cantine, on a besoin d'avoir le fameux quotient familial qui est dispensé par la CAF. Bref, on voit bien qu'il ne serait pas judicieux d'imaginer que le maintien de guichets de chacune des administrations aurait pu répondre à cette disparition de l'usager moyen
ne serait pas approprié pour pouvoir intégrer la personnalisation des réponses qui peuvent être apportées. Donc, ces France Service sont vraiment venus apporter une réponse, je dirais, pragmatique à cette réalité concrète, à la fois de la numérisation et des promesses que la digitalisation porte d'optimisation des politiques publiques et de cette interdépendance. Et donc, ce qui s'est passé et ce qui fait qu'on est à un stade très intéressant et qui est que la fin de l'année 2023 a finalement signifié, la fin du déploiement du dispositif, la réponse à la promesse qui avait été faite de placer chaque Français à une distance raisonnable, c'est 30 ou 20 minutes des lieux, et le résultat d'une collaboration, d'une coopération très forte, comme souvent dans l'histoire de l'action publique, on en a vu en France. On pourrait citer par exemple le cas des écoles, de coproduction entre l'État et les collectivités territoriales, chacun prenant sa part et cofinançant, mettant en œuvre ses moyens pour que ça fonctionne. Nous, ça nous intéresse beaucoup parce que ça correspond assez fortement à l'activité de la Banque des Territoires, territorialiser des politiques publiques, accompagner les collectivités territoriales en cherchant des solutions de financement. Et donc, on se retrouve assez naturellement, après avoir accompagné le déploiement, eh bien, à ce moment où, fort des expériences qu'on a accumulées, des 2700 lieux qui sont ouverts, on peut se poser la question de savoir comment on peut encore en améliorer le fonctionnement, puisqu'on a constaté que les gens qui les fréquentent, 800 000 actes sont produits chaque mois dans l'ensemble des France Services, avec un taux de satisfaction très élevé, à se dire que ce succès, il doit en appeler d'autres, et qu'il serait dommage que des Français n'en connaissent pas le fonctionnement et ne puissent pas venir grossir le flot et le flux de fréquentation des lieux. Donc, ce que nous proposons concrètement, ce sont des moyens qu'on peut mobiliser. C'est le rôle d'une institution comme la Banque des Territoires, qui est une institution financière, d'apporter des moyens pour aider l'État, les collectivités territoriales, les structures qui gèrent des France Services à réfléchir à l'organisation des lieux, à les optimiser, à décloisonner, à faire mieux fonctionner concrètement ces lieux, avec une expertise tenue par des cabinets spécialisés, puis ensuite à soutenir le financement de travaux pour qu'ils soient réalisés. Donc nous voudrions, dans un temps assez court, que l'on puisse concrètement avoir des lieux modifiés, un peu comme les photos qu'on a vues jusqu'à présent, et qui permettent à ce que les agents, les usagers se sentent mieux dans ces lieux et les fassent mieux fonctionner pour répondre à ces besoins et à cette exigence d'efficacité des services publics. Alors, on est bien sûr à la croisée des chemins, on est sur un événement où on dit « parlons inclusion numérique ». Bien sûr, on est quand même sur de l'inclusion numérique parce que la digitalisation est quand même au cœur de tous ces process, mais pas uniquement, c'est vrai. Et nous, on est très fiers de pouvoir poursuivre ce chemin. Alors concrètement, ça se passe comment ? Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire lever la main pour nous dire si vous souhaitez être accompagné pour réfléchir à l'organisation de votre France Service. Nous le faisons depuis l'automne 2023 jusqu'en 2027, en laissant le temps à chacun de pouvoir se mobiliser, puisque notre AMI ne se fait pas en une seule fois, mais nous procédons à des sélections tous les 4 mois, donc 3 fois par an. Nous allons procéder à la deuxième levée dans quelques jours, et nous sélectionnons, donc les premières levées ont concerné 50 France Services, et donc actuellement il y a 50 France Services qui ont reçu les architectes, les agences de design que nous avons missionnés pour aider à réfléchir à ce travail. Et dans les semaines qui viennent, lorsque les conclusions seront rendues, nous verrons quels sont les travaux, quels sont les achats, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que les lieux se transforment, s'adaptent et rencontrent un plus grand succès. Merci beaucoup François. La Banque des Territoires s'est aussi engagée dans l'élaboration de ressources. Vous pouvez voir autour de nous, il y a ce qu'on a appelé des monographies qui sont dédiées à plusieurs thématiques propres aux enjeux de France Service. Et vous voyez normalement à l'écran celle qui est dédiée à l'accueil des usagers.
Alors, pour les personnes qui ont la chance d'être en présentiel, vous les avez en physique, sous vos sièges, normalement. Et pour ceux qui sont à distance, on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez les voir plus précisément. L'idée de ce nuancier de pratique, c'est de pouvoir vous inspirer, en France Service ou pas en France Service d'ailleurs, si vous êtes dans d'autres lieux d'accueil du public, ça marche aussi, puisqu'on a végétaliser le lieu, humaniser l'accueil avec par exemple des photos des personnes qui peuvent accueillir, garantir la sonorité, la lumière dans les espaces. Voilà, on a tout un tas de conseils qui vous sont proposés. L'idée est bien d'inspirer. Et pour ceux qui ont la chance d'être labellisés France Service, ces inspirations peuvent vous permettre de construire un projet que vous pouvez du coup soumettre à la Banque des Territoires pour faire partie de l'AMI, lieu innovant, lieu accueillant. Je voudrais également souligner 2 autres initiatives qui sont soutenues par la Banque des Territoires et qui participent de cette logique d'optimisation des lieux existants. C'est un autre appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle l'AMI Aller Vers et qui vise à promouvoir entre 10 et 20 expériences d'aller vers, c'est-à-dire un peu du hors les murs. On a parlé de l'accueil, mais l'accueil, ça se fait aussi en venant chercher les usagers et en leur donnant de la visibilité sur ce qui est déployé dans les France Services. Et donc, là aussi, des collectivités, des structures peuvent se signaler auprès de la Banque des Territoires et nous sommes prêts à soutenir financièrement des expériences qui permettraient de faire venir plus de public. Et puis, deuxième initiative qui est soutenue, que nous soutenons également avec la NCT, c'est avec notre filiale La Poste qui va déployer une initiative assez originale qui participe un peu de cette logique d'aller vers avec un dispositif qui s'appelle Avant-Poste. Donc, comme son nom l'indique, dans le jeu de mots de cette dénomination, l'idée est d'aller au-devant des usagers et par la présence de camions jaunes sur des places publiques, sur des marchés, par la présence du réseau des postières et des postiers qui vont au domicile des usagers, ou bien par la présence de bureaux de poste existants, de pouvoir là aussi donner de la visibilité au réseau France Service et indiquer, intermédier en quelque sorte la dynamique France Service. Donc c'est en cumulant toutes ces initiatives, l'aller vers, l'amélioration des conditions d'accueil, l'augmentation du panier de services, l'adaptation à la réalité de chaque collectivité, qu'on crée une dynamique autour de ces lieux et qu'on permet à ce que l'action publique ne soit pas totalement perdue de vue par les citoyens dont Guillaume rappelait qu'ils avaient exprimé un doute sur la capacité à répondre à leurs problématiques du quotidien. Merci beaucoup François. Tout au long de ce petit déjeuner, nous avons beaucoup parlé des agents, des usagers et de la relation à l'usager. Mais alors, s'il y a un acteur qui est très concerné par la relation à l'usager, ce sont bien les élus. Et donc, pour parler de ce que les élus peuvent mettre en place pour créer ces espaces d'accueil, une vision politique qui serait portée, je vous propose d'accueillir de nouveau Madame Karine Glonec-Morin pour en parler avec nous. Tout à l'heure, Benoît parlait du facteur clé de succès que pouvait être la coopération locale pour améliorer les services publics. Est-ce que cette coopération est une démarche qui vous parle dans votre communauté de communes, donc des Collines du Perche? Oui, on peut parler de coopération. Cette coopération, en fait, elle est le fruit, c'est vrai, d'une expérimentation. Tout à l'heure, on parlait, c'est vrai, de la manière dont notre monde bouge aujourd'hui. Et en fait, je crois que les élus sont aussi dans une mutation qui leur permet de réfléchir à la manière de se comporter vis-à-vis de leurs concitoyens. Et donc, en fait, oui, coopération, elle existe à travers la mise en place des France Services, puisque, en fait,
nous pouvons aussi bénéficier d'un accompagnement d'inclusion numérique avec des conseillers numériques. Sur mon territoire, par exemple, le conseiller numérique, il n'est pas attaché qu'à la maison France Service. Il est attaché aussi à la médiathèque, parce que c'est un accès aussi au public qui est important et qui permet de capter des besoins aussi d'inclusion numérique. Et puis, il est attaché également à un tiers-lieu que la NCT a accompagné sur mon territoire, un tiers-lieu fabrique de territoire, qui est dédié essentiellement, c'est vrai, au développement touristique, culturel du territoire, et qui dédie aussi un espace à l'inclusion numérique. Et donc, il traverse 3 espaces sur notre territoire, et bien sûr, son lieu dédié, c'est la Maison France Service, mais il est en... Et les trois établissements travaillent en coopération de manière très forte. C'est nouveau. C'est très nouveau pour les élus de travailler et pour les services de travailler ainsi en coopération. Et c'est ce que je remarquais en fait en écoutant les autres intervenants de cette table ronde, c'est que en fait nous sommes, vous le savez tous, dans une mutation importante. D'abord parce que le climat nous y oblige, mais pas que. Et cette manière d'aborder pour nous élus le service public, c'est nouveau. Alors, on pourrait, et ça a été dit par les uns et les autres, se dire, on répond, c'est vrai, à un abandon du service public sur certains territoires, mais on pourrait se dire aussi que, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume Clédière, en fait, il y a une nouvelle piste à explorer avec le soutien des collectivités. Là, les élus sont très, très, très mobilisés, et financièrement aussi, je le dis. Parfois, l'État pourrait être plus généreux, mais c'est une remarque en passant. Mais ça permet aussi aux élus de réfléchir à une manière nouvelle d'être en relation avec nos concitoyens. D'abord parce que, vous l'avez vu, et tout à l'heure on l'indiquait, les maisons France Service, elles sont nées après une crise importante que nous avons tous vécue avec la crise des Gilets jaunes. Et c'est depuis, je pense, cette focalisation de cette demande importante sur nos territoires, qui a été violente, je crois, une réflexion qui est née à tous les niveaux, pour qu'on se dise, mais non, on a la manière descendante que nous avons eue bien longtemps, parce que la responsabilité d'un élu, elle est forte, et que bien souvent on porte avec aussi beaucoup de poids la responsabilité d'aménager un territoire, de répondre à tous les besoins. En fait, il ne faut pas qu'elle ne soit qu'ascendante. Et donc, cette interpellation, elle a permis d'indiquer une nouvelle manière de faire. Alors, moi qui représente les territoires ruraux, si je peux, je voudrais vous dire que nous avons beaucoup parlé d'expérimentation. Moi, je pense que les territoires ruraux sont des territoires formidables pour les expérimentations. Le mien, il est expérimentation au niveau éducatif. Nous sommes territoire éducatif rural. Il est expérimentation au niveau de la mobilité avec la région. Nous sommes en expérimentation avec la mobilité. Cette manière, nous avons été un des premiers territoires à lever le doigt pour être France Service, parce qu'on avait déjà une maison des services à la population. Et donc, en fait, je pense que nous devons vraiment tous élus nous mobiliser sur cet espace du territoire national que sont les territoires ruraux, pour se dire là, on peut vraiment expérimenter, parce que les retours sont très, très réactifs. Je vous cite un chiffre. Tout à l'heure, Guillaume Clédière disait que le taux journalier de fréquentation et d'accompagnement est de 14. Eh bien, dans mon territoire, il y a eu une explosion assez incroyable, puisque nous étions à 26 accompagnements en 2022, en moyenne sur l'année. Dans le premier mois de l'année 2024, nous sommes passés à 37 accompagnements
par jour sur ce petit territoire. Vous savez, moi je préside une communauté de communes de 6500 habitants. Voilà, c'est une adaptation de la loi NOTRe qui, en densité de population très faible, permet de ne pas aller aux 15 000, donc 6500 habitants. Alors évidemment, nous sommes aux confins de la Sarthe et de l'Eure-et-Loire, et nous sommes, nous, dans le Loir-et-Cher, et donc ça veut dire que les départements aussi voisins ont identifié la Maison France Service, qui d'ailleurs s'est fait identifier, je vais dire grâce entre guillemets, à la crise au confinement du Covid, puisque nous avions ouvert le centre de vaccination dans cette ancienne gare que vous voyez mal en fait là sur la photo, mais je m'en excuse, c'est moi qui n'ai pas transmis les documents. Et donc du coup, en fait, je crois que cette notion d'expérimentation sur les territoires ruraux, il faut qu'elle s'impose aussi à nous, les élus. Et tentons et soyons audacieux. Et évidemment, je salue le travail que fait Benoît Valory sur cette indication et ces recettes qui sont proposées. Merci beaucoup, et je ne pouvais pas rêver mieux comme mot pour terminer ce petit déjeuner, en tout cas la présentation. En faisant mes recherches sur la gare des Collines, je suis tombée sur ce petit commentaire sur Service Public Plus. Voilà, un usager de la France Service de Mondoubleau qui remercie le conseiller de l'avoir aidé pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance retraite. Merci beaucoup. Alors, il faut remercier nos agents qui sont vraiment et qui ont, c'est vrai, un métier particulier. Je salue le fait que le référentiel maintenant indique une fiche de poste particulière pour les agents. Il faut vraiment que nos agents soient remerciés pour voilà, ce genre de commentaires. C'est parfait. Merci à tous. Je vous propose maintenant de passer à la séance de questions-réponses. On a un petit peu de retard et je m'en excuse. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou dans la salle ? Derrière. Sachant qu'elles peuvent être adressées à l'ensemble de nos intervenants qui sont encore présents. Hello. Alors, je suis Thomas, je suis designer et je suis avec Clémence. On est de l'agence Oconi, on travaille justement pour les maisons France Service. On va sur place la semaine prochaine à la maison Aubervilliers. Et suite à quelques expériences, je sais que la dimension de l'accueil humaine est extrêmement importante. Genre en tout point, elle est transversale, elle n'est pas qu'à un moment donné. Mais effectivement, c'est une compétence. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a d'inné, d'acquis. Il y a des gens qui sont plus assujettis à être exposés, à prendre des risques. On a parlé des incivilités. Et moi, je voulais profiter de votre expérience sur comment vous avez mis en place cette dimension d'accueil sur des conseillers qui sont peut-être là depuis quelques mois, quelques années, qui n'ont pas forcément été sensibilisés déjà de base, qui n'ont pas forcément la personnalité d'accueil. Comment on rend quelqu'un d'accueillant Voilà, c'est la question qui tue, quoi. Mais... Alors, est-ce que vous avez des réponses ici ? Sinon, peut-être que Benoît, avec les expérimentations qui étaient menées au TILAB, pourront vous répondre. Ou si Nicolas est encore présent avec nous, peut-être pourra répondre pour ses agents. Peut-être juste indiquer qu'il y a des formations et c'est vraiment très précieux et il faut que les élus, c'est vrai, ne négligent absolument pas ces temps de formation pour les conseillers des maisons France Service. Et aussi, je pense, d'un point de vue des élus, rendre hommage à ce nouveau métier qu'il faut inventer. Il existe des formations sur les postures d'accueil qui sont parfois proposées pour les collectivités territoriales par le CNFPT, mais il y a aussi des formations privées, notamment sur la manière dont les gens vont pouvoir se sentir à l'aise et en confiance. Alors après, pour moi, c'est toujours intéressant de faire le diagnostic des difficultés de la personne. Et voilà, ça doit être individualisé. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, que si on voulait travailler sur... tout ce qui pouvait être la crainte des incivilités, voire même des violences et de l'agressivité des usagers, eh bien, on pouvait avoir deux types de réponses. La première, c'était de former un agent au self-défense. Alors, c'est pas pour qu'il l'utilise, c'est juste pour qu'il se sente en confiance. Je suis en capacité de me défendre, donc je vais être plus à l'aise. Et d'autres agents, on va pouvoir les former, par exemple, à la communication non violente, à une manière de faire baisser la tension, parce qu'on va avoir les bonnes postures à un moment. Alors évidemment, c'est pas suffisant quand vous avez quelqu'un qui vient vraiment, voilà. Et dans ces cas-là, il faut avoir le petit bouton d'alarme qui va bien, des choses qui permettent de sécuriser les gens, sans forcément retrouver
des remparts, parce que les remparts génèrent aussi de l'agressivité. On sait par exemple que la présence de vigiles à l'entrée est quelque chose qui génère de l'agressivité naturelle chez les personnes, voilà, qu'il faut éviter, sauf évidemment en situation de crise. Voilà, mais ça doit faire pour moi l'objet d'un diagnostic un peu individuel des difficultés qu'une personne pourrait avoir pour se sentir bien dans une posture d'accueil, et après, derrière, comment est-ce qu'on les résout. Voilà, c'est... Aujourd'hui, vous avez quand même des formations, hein, vous avez des BTS, des bacs pro qui sont dédiés à l'accueil. Donc il y a des formations, ça existe, on peut se former à l'accueil, voilà, et il y a aussi de la formation pour adultes. Merci beaucoup. Est-ce que Nicolas, vous voulez réagir également? Ouais, très rapidement, rembobiner encore un peu, il y a des choses qui se jouent au moment du recrutement. Et c'est un acte fondateur, ça a été dit tout à l'heure, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait avoir des DRH qui mettaient à l'accueil les gens dont ils ne savaient pas trop quoi faire. J'espère que c'est des schémas auxquels on n'assistera plus. Mais par contre, être clair au moment de l'acte de recrutement sur pourquoi on recrute les agents, quelles seront leurs missions, quelles seront leurs tâches et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Moi, je sais que dans mes sessions de recrutement, j'essaye de trouver des super-héros qui sont convaincus qu'ils ne sont pas des super-héros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'aider. Ce n'est pas forcément des gens avec qui on pourra aller vers une posture professionnelle. Du coup, quand je parle de besoin, c'est un besoin intrinsèque. Voilà, donc il y a l'acte de recrutement et puis il y a un autre aspect qui me semble fondamental. Le cahier des charges de l'ANCT impose un nombre d'heures d'ouverture par semaine. Il est ultra important, en tout cas, moi dans mes structures, c'est ce que je mets en place, mais que les agents aient du temps en dehors des heures d'ouverture pour les histoires de formation, mais aussi pour avoir du temps d'analyse de la pratique, pour avoir du temps d'équipe, d'échange, etc. Le temps de travail d'un agent France Service dépasse largement le temps d'ouverture de la structure. Merci beaucoup, Nicolas. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour, donc Clémence, je suis la collègue de Thomas. On va donc travailler dans le cadre de l'AMI sur la maison France Service d'Aubervilliers. Et il y a justement, vous en parliez tout à l'heure, un enjeu de coordination de territoire. C'est un territoire où il y a beaucoup d'acteurs, Emmaüs Connect, enfin il y a beaucoup de choses qui se font. Et je sais que pour la maison France Service d'Aubervilliers, c'est un grand enjeu. Vous en avez cité quelques exemples tout à l'heure sur le côté accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste pour indiquer un autre acteur, mais on va prendre rendez-vous, etc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'autres retours d'expérience sur justement un maillage et une coordination efficiente de plusieurs acteurs sur un territoire? Oui, vous savez, moi je préside une communauté de communes déjà. Alors la coordination, au fait, on la réinvente tous les jours entre nous, les 12 communes de ma communauté de communes, mais plus largement, bien sûr, sur d'autres territoires. Cette coordination, en fait, il faut qu'elle prenne maintenant du sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obligation de travailler ensemble, mais il faut que ça s'appuie sur un projet et une ligne commune. Et c'est ça qui fait la force d'une coordination, c'est que c'est pas l'obligation qui fait le regroupement, mais c'est bien l'objectif. En complément, alors déjà, indiquer que quelque chose qui me semble intéressant, c'est effectivement, à un moment, de pouvoir faire le diagnostic des lieux qui proposent de l'accompagnement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec les portraits territoriaux de la relation administrative. En face des chiffres, on propose au territoire de rassembler le maximum de personnes au cours d'une journée pour remplir une base de données qui permet d'identifier les lieux connus ou formels ou informels et dispenser à un moment un accompagnement. Dans les lieux informels, par exemple, on a repéré des clubs sportifs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aider les familles à accéder aux aides qui permettent aux enfants de s'inscrire au club ou même parfois à d'autres démarches, quoi. Et ça, c'est des lieux qui ne sont pas souvent identifiés par les institutions. Donc en essayant de rassembler sur une journée le maximum d'acteurs d'une commune, par exemple, ou d'une EPCI rurale, hein, on le fait beaucoup en Bretagne, on arrive comme ça à identifier un certain nombre de lieux dont certains ne sont pas dans le manuel, et donc de voir lieu par lieu quels sont
à quel besoin et à quel segment d'offres, entre guillemets, ça répond du côté des droits et de l'accès aux démarches administratives des usagers. Et donc, une fois qu'on a effectivement cette cartographie, on est en capacité de se dire comment est-ce que tout ça, ça pourrait éventuellement se mettre dans des logiques de parcours. Mais ça nécessite de la coordination et ça nécessite, comme le disait Nicolas, du temps. Parce que si on veut que ces acteurs se rencontrent, il va falloir que, peut-être 1 ou 2 fois par mois, on les libère pendant 2 heures pour qu'ils puissent se voir, pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent se connaître, et pas seulement entre institutions, se connaître entre individus. On parle d'accueil, on parle de personnes, on parle d'usagers, et la confiance entre individus, elle est aussi importante que la confiance entre institutions. Et donc ça veut dire effectivement, comme Nicolas le disait, qu'il faut penser que les personnes qui sont dans ces situations-là vont avoir besoin de temps pour se voir et inventer elles-mêmes les propres processus qui vont leur permettre de se transmettre, entre guillemets, les demandes des usagers les unes par rapport aux autres. Et puis ensuite, il existe des outils, donc par exemple dans les France Services, il y a Administration Plus, qui permet de saisir des opérateurs de droit, comme la CAF, de demandes qui sont trop complexes pour un agent France Service et qu'il ne faut pas hésiter aussi à réinvestir. Et je vais faire un nouveau placement de produit avec une nouvelle monographie qui est dédiée justement à ces liens et à la création de liens au sein de territoires. Il y a des témoignages dans cette monographie et des idées aussi de ce qui peut être mis en place pour créer ces liens et pour favoriser une coopération locale par des liens interpersonnels, mais aussi par des moments un peu plus institutionnels. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis designer aussi, mais pour l'agence Itinéraire Bis, et nous aussi on va accompagner les France Services. On a d'ailleurs réalisé le pop-up pour présenter l'offre. Et c'est plus une question pour vous, Benoît Valory, sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la cueillette. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous raconter comment vous l'avez aussi pensé ? En 2020, lorsqu'on a fait paraître le livre de recettes, ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur les questions d'accueil. Et en fait, en s'inspirant d'une grille qui existait déjà pour les bibliothèques, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire sur tout un tas de petits conseils pour permettre d'améliorer dans n'importe quel lieu des choses qui nous semblaient pour nous être un peu des basiques de la façon dont on pouvait aménager un lieu ou penser des postures en matière d'accueil. Et donc on a essayé de les lister, mais comme je le disais tout à l'heure, sans vouloir en faire quelque chose de normatif. Donc l'idée de cette grille, c'est de se dire, par exemple, sur ma porte vitrée, est-ce que j'ai scotché des informations ? Si oui, est-ce que c'est vraiment utile ? Si je l'ai fait, est-ce que je peux les enlever facilement pour les mettre ailleurs ? Voilà. Et donc ça donne une possibilité d'agir. Donc voilà. Pourquoi c'est important ? Parce que si on a mis une porte vitrée généralement dans un lieu, c'est pour que les gens aient envie de rentrer. Si on commence à scotcher des choses sur la porte vitrée, généralement ça fait une barrière. Voilà. Et donc c'est souvent qu'on n'a pas d'autres endroits pour mettre l'info. Et donc on a répondu de la mauvaise manière parce que le problème était mal posé. Voilà. Et donc c'est une manière pour nous de le dire et de dire à chaque lieu, par exemple, est-ce que c'est facile à faire ou pas ? Est-ce que c'est facile de mettre à l'extérieur un anneau pour que les gens qui viennent avec un chien puissent l'attacher avant de rentrer dans la maison France Service si on ne peut pas rentrer avec un chien ? Est-ce que la communication, les plaquettes, tous les mois, vont repasser pour savoir si elles sont encore d'actualité ou pas ? Pour les enlever, des choses qui relèvent de gestes, mais parfois des choses qui peuvent relier aussi de manière d'aller convaincre sa hiérarchie. Par exemple, votre lieu est mal identifié dans la commune. Les panneaux ne sont pas là et tout ça. À un moment, c'est intéressant de pouvoir le dire, le diagnostiquer, et de pouvoir éventuellement s'appuyer sur une grille existante, parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec une équipe cœur d'une dizaine de lieux qui nous a aidés à faire ces grilles, que le label Labaxel leur apportait une légitimité, entre guillemets, et qui pouvait aller voir le maire, par exemple, en disant notre lieu, il est vraiment mal identifié. Regardez dans la grille, ils disent que c'est important de bien l'identifier, donc ce serait bien de revoir la signalétique. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, tout simplement, pouvoir aller convaincre ces services informatiques qu'on n'est pas obligé de prendre l'identité des personnes pour qu'elles puissent accéder au Wi-Fi dans un lieu. Voilà, c'est pas une obligation réglementaire. On est identifié par des dispositifs techniques, l'adresse IP ou l'adresse MAC des matériels, mais pas forcément par l'identité. D'ailleurs, quand vous allez au McDo, on ne vous demande pas votre identité pour vous connecter à Internet. Pourquoi ce serait différent dans une maison France Service ? Donc c'est aussi pour donner quelques arguments, et y compris des arguments juridiques, pour faciliter un certain nombre d'accès et un certain nombre de démarches au sein des lieux, qui pourraient relever pour certaines de bon sens, et puis pour d'autres de conseils qu'on peut donner, mais sans jamais, pour nous, être donneur de leçons,
ou dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est plus déterminer votre capacité, votre volonté à vouloir faire avancer quelque chose. Et donc cette grille, on en a fait un site internet pour essayer de la rendre accessible au maximum de personnes, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup utilisée par des personnes qui la mettaient en place dans leur lieu ou par des designers qui l'appliquaient dans le cadre de leurs travaux. Et donc on lance à partir du 1er avril une expérimentation pour utiliser, faire en sorte que des lieux se saisissent de cette grille et puissent nous faire parvenir par l'intermédiaire d'éléments d'évaluation comme un questionnaire ou des entretiens, leur avis sur l'outil. Encore une fois, nous, au TILAB, on fait des preuves de concept, on mène des experts. Je ne sais pas si cet outil aura un avenir. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on puisse en apprendre quelque chose. Et donc, vous êtes bienvenus si vous avez envie de tester, évidemment, lacueillette.com. Merci beaucoup. On a des questions dans le chat. Oui, on a quelques questions. On a notamment une question sur les bornes. Les personnes du chat se demandent où sont les bornes de qualité de service en France Service et comment faire remonter justement cette satisfaction pour essayer de comprendre les besoins des usagers. En fait, ce sont des tablettes, les bornes dans les maisons France Service, qui sont accessibles souvent en premier accueil et en sortie. Mais je vais laisser Guillaume Clédière compléter parce que, en tout cas chez nous, c'est comme ça. Elles sont très accessibles et en effet, ça permet d'avoir un retour de satisfaction très important. Des bornes, on n'en a pas dans toutes les France Service. On a 550 bornes. On va passer à 650 très prochainement et peut-être plus dans les mois à venir. On n'aura jamais de bornes partout dans chaque France Service aussi parce que bien sûr tout ça a un coût. La question de où elles sont positionnées est très importante et on essaie de s'attacher à ce que les France Service les positionnent de manière assez accessible. On a parfois quand même des bornes, il faut le dire, qui sont un peu rangées ou cachées dans un coin. Donc ça, on essaie de les remettre au bon endroit. Mais globalement, elles sont quand même assez accessibles. Donc ça, pour l'accessibilité physique. Et puis après, l'accessibilité numérique, elles sont à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on peut se contenter juste d'un retour rapide alors maintenant ce sont des étoiles si on veut juste donner un avis rapide et puis après on peut rentrer dans un questionnaire plus fourni qui nous donne énormément d'informations et de données, alors à la fois à l'échelle pour le porteur comme le disait Karine Gloanec-Morin et puis à l'échelle nationale ça nous donne énormément de données, d'informations. On a un recueil un relevé mensuel de ces bornes qui nous remonte et qui nous dit des choses sur ce qui est apprécié ou moins apprécié en France Service, les axes d'amélioration, la provenance aussi des usagers, tout ça est très, très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat à diffuser ou est-ce qu'on conclut le... Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette 3e édition de Parlons Inclusion Numérique. Merci Guillaume, merci Benoît, merci Madame Gloanec-Morin, merci François pour ces échanges très riches. Pour ceux qui sont encore avides de connaissances sur l'accueil, je vous invite à aller consulter cette revue d'Horizon Public qui est dédiée à l'accueil dans les services publics. De nouveaux articles vont sortir puisqu'il y a une suite de cette revue qui va être publiée. Donc allez-y. Et pour les personnes très curieuses des formats Parlons Inclusion Numérique, nous avons 2 podcasts qui ont été diffusés. Le premier sur les orientations nationales France Numérique Ensemble et le second sur le Zoom sur l'Allée Vert. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à écouter ces 2 épisodes. On se donne rendez-vous pour le prochain Parlons Inclusion Numérique en mai et ce sera le dernier de notre année 2024. Merci à tous. Merci.